Dans les couloirs somptueux de Versailles, où les murmures des courtisans se mêlent aux éclats des intrigues, un secret se cache. Un bijou d'une valeur inestimable, un collier de diamants, devient l'instrument d'une machination qui ébranlera les fondations mêmes de la monarchie française. Plongez avec moi dans les méandres de l'affaire du collier de Marie-Antoinette, où la vérité se dissimule derrière des masques de soie et des lettres scellées. Qui tire les ficelles de cette supercherie audacieuse? Quel sombre dessein se trame dans l'ombre des jardins royaux? Entre manipulation, trahison et révélations fracassantes, découvrez comment un simple collier a précipité la chute d'une reine et ouvert la voie à une révolution. Les apparences sont trompeuses, et dans ce jeu de dupes, rien n'est jamais ce qu'il semble être. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger au cœur d'un des scandales les plus retentissants de l'histoire de France, l'affaire du collier de Marie-Antoinette. C'est parti. Nous sommes en 1785 à la cour de Versailles. Marie-Antoinette, alors reine de France, est au sommet de sa gloire, mais aussi au centre des intrigues et des rumeurs. C'est une escroquerie rocambolesque qui a éclaboussé Marie-Antoinette, bien malgré elle. Profitant de la crédulité du cardinal de Rohan, la comtesse Jeanne de la Motte orchestre une habile supercherie autour d'un somptueux bijou, le collier de la reine. Un scandale qui alimentera la défiance envers la monarchie et servira de trame à la nouvelle saison de Marie-Antoinette sur Canal+, sortie le 17 février 2025. L'histoire inspirera à Alexandre Dumas un roman, Le collier de la reine, publié dans la presse en 1849 et en 1850. Une escroquerie élaborée qui, malgré l'ignorance de la souveraine à son sujet, a joué un rôle important dans la dégradation de son image. Bien avant l'arrivée de la jeune Marie-Antoinette à Versailles, la dernière favorite de Louis XIV, Madame du Barry, est couverte de bijoux par le roi. Il lui commande ainsi un collier de près de 650 diamants, pesant 2800 carats, d'une valeur de plus d'1,5 million de livres, d'après le site officiel du château de Versailles. Seulement, il meurt avant de pouvoir lui offrir. Les joailliers Bohémer et Basange, à son origine, se retrouvent avec une pièce invendue, et surtout au bord de la faillite. Plus tard, il tente de convaincre le petit-fils de Louis XIV de l'acquérir. Sa nouvelle épouse Marie-Antoinette décline à plusieurs reprises. Elle préfère consacrer les finances du royaume à d'autres dépenses, et la parure n'est pas à son goût, qualifiée de harnais. La véritable affaire commence donc ici. Une aventurière ambitieuse, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, épouse du comte de la Motte, se présente à la cour, sans aucune légitimité, comme une descendante de l'ancienne famille royale française des Valois. La comtesse espère gagner la faveur de la reine elle-même, qui, prévenue de sa réputation, refuse maintes fois de la recevoir. Alors, consciente que les modestes revenus de son mari ne pourraient financer le train de vie luxueux qu'elle désire, elle prend un amant. Mais pas n'importe lequel, le cardinal Louis-René de Rohan, ancien ambassadeur de France à Vienne. Tombé en disgrâce auprès de l'impératrice Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, en raison de ses mœurs licencieuses, le désormais grand aumônier de France souhaite ardemment regagner la faveur royale. Madame de la Motte y voit donc une opportunité à saisir. Elle le persuade qu'elle bénéficie de la faveur secrète de la reine et lui fait écrire des lettres, lui promettant de les lui transmettre. En réalité, à l'aide de son autre amant Rétaux de Villette, un faussaire, elle rédige elle-même de fausses réponses signées Marie-Antoinette de France. Cependant, les souveraines de ce pays ne signaient en réalité qu'avec leur prénom. La reine usurpée y exprime le désir d'acquérir le fameux bijou, mais consciente des difficultés financières de son royaume, elle sollicite le cardinal pour qu'il l'achète discrètement en son nom. Convaincu de l'authenticité de ces échanges, Rohan accepte. Dans le bosquet de Vénus, une nuit, il rencontre discrètement Marie-Antoinette. Il s'agit en réalité d'une prostituée, Nicole d'Oliva, recrutée en secret par Jeanne de la Motte. Enfin persuadé d'agir pour la souveraine, le haut dignitaire négocie l'achat du somptueux collier en 4 versements en 1785 et le remet aux escrocs. Ces derniers en vendent aussitôt les diamants à l'étranger. À l'heure du premier paiement, l'acheteur ne peut l'honorer. Les joailliers se tournent alors vers la reine, qui révèle son ignorance totale. La supercherie est alors peu à peu dévoilée. Louis XVI est furieux et ordonne d'arrêter le cardinal en pleine galerie des Glaces, devant les yeux médusés des courtisans. Jugé par le Parlement de Paris le 22 mai 1786, le cardinal de Rohan est acquitté et contraint à l'exil. La comtesse de la Motte, en revanche, est condamnée à la prison, fouettée et marquée au fer rouge d'un V pour voleuse, puis emprisonnée à vie à la prison pour femmes de la Salpêtrière. Elle parvient toutefois à s'enfuir et à se réfugier à Londres où, en 1789, elle publie ses mémoires racontant tout de ses fausses relations intimes avec la reine.
Bien que Marie-Antoinette n'ait jamais eu de rôle à jouer dans cette histoire, l'opinion publique se fâche énormément. La souveraine est déjà impopulaire, son train de vie est perçu comme extravagant alors que les caisses de l'État se vident. L'Autrichienne est accusée d'avoir manipulé Jeanne de La Motte pour se venger du cardinal. La monarchie bourbonienne se voit à nouveau discréditée et l'affaire du collier contribue ainsi à la montée des tensions qui aboutiront à la Révolution française. L'affaire du collier précipite la chute de la popularité de Marie-Antoinette et renforce l'image d'une reine dépensière et frivole. Jeanne de La Motte est condamnée, mais le mal est fait. L'impact de cette affaire est immense. Elle révèle au grand jour les failles de la monarchie et les tensions qui existent entre la noblesse et le peuple. Les pamphlets et les caricatures se multiplient, dépeignant la reine comme une femme légère et irresponsable, insensible aux souffrances de son peuple. Ces événements alimentent le mécontentement populaire et renforcent l'idée que la monarchie est corrompue et injuste. L'affaire du collier devient donc un symbole de la décadence de l'Ancien Régime. Elle cristallise les frustrations et les ressentiments accumulés depuis des années, préparant le terrain pour les bouleversements révolutionnaires à venir. La monarchie, affaiblie par ce scandale, peine à retrouver sa légitimité aux yeux du peuple, qui aspire de plus en plus à un changement radical. Quelques années plus tard, Marie-Antoinette sera guillotinée, devenant le symbole déchu de la corruption de l'Ancien Régime. Dans le premier épisode de Lupin, sorti en 2021 sur Netflix, le gentleman cambrioleur Hassan Diop fixe le collier de Marie-Antoinette à travers une vitrine en plexiglas blindé au milieu de la galerie centrale du musée du Louvre. En réalité, le bijou dans sa forme originale, qui n'a par ailleurs jamais été porté par la reine, a été définitivement perdu. Lorsque Jeanne de La Motte et ses complices ont mis la main dessus, ils l'ont fait démonter pour vendre les pierres précieuses une par une. Une méthode assez courante pour éviter qu'ils ne soient reconnus. D'autant que, contrairement à certaines pierres célèbres, à l'image du diamant Hope, ces gemmes n'étaient pas uniques en elles-mêmes, rendant leur traçabilité quasiment impossible. Plusieurs reconstitutions ont été réalisées pour des expositions historiques, au château de Versailles et à celui de Breteuil par exemple, ou pour des fictions traitant de l'affaire. En novembre 2024, une pièce d'exception fabriquée juste avant la Révolution française et liée à la légendaire affaire du collier a été également mise en vente à Genève par la maison Sotheby Jewels. Un collier de diamants du XVIIIe siècle vendu pour 4,26 millions de francs suisses. Mais si le bijou a bel et bien appartenu à des familles nobles britanniques et a été porté lors de couronnements royaux, peu de choses sont en réalité connues sur le joaillier qui l'a conçu et le client originel. Ainsi s'achève le récit de l'affaire du collier, une énigme qui continue de hanter les couloirs de l'histoire de France. Mais au-delà des faits et des jugements, une question demeure. Qui, véritablement, orchestrait cette symphonie de tromperie ? Les ombres de Versailles gardent leurs secrets, et peut-être que la vérité, comme les diamants du collier, reste cachée, attendant d'être révélée. Car dans ce jeu de pouvoir et de manipulation, chaque acteur portait un masque, et chaque masque dissimulait une part de mystère. Alors, à vous de décider, où s'arrête la réalité et où commence la légende. L'affaire du collier de Marie-Antoinette n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.